Bonjour et bienvenue au troisième congrès du syndicat du SPN. Je m'appelle Alice Mazuet, je suis naturopathe et réflexologue et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Yann Barr, directeur commercial de la distillerie Saint-Hilaire. Bonjour Yann et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour à tout le monde et merci à Alors vous aussi de m'accueillir. j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous allez nous parler gémothérapie et système immunitaire, c'est exact? Effectivement, oui, la gémothérapie, c'est une activité qu'on maîtrise de A à Z. Donc voilà, je veux quand même faire un petit focus assez important. Justement, c'est un petit peu en vogue actuellement. Donc l'objectif, voilà, c'est d'appuyer un petit peu la connaissance de ces produits-là, cette technique également. Voilà, l'objectif, c'est de faire découvrir un petit peu plus pour des personnes qui ne connaissent pas la gémothérapie. Je vais reprendre rapidement. Toc. Voilà. Donc, très rapidement, donc, je vais présenter un petit peu la société Elpac, donc l'histoire de la société, nos activités, qui sont assez variées. Oui, Faire vous un faites aussi focus de Pardon, excusez-moi, vous faites aussi de l'aroma, hein, c'est ça? également. Voilà. Ben, la principale activité, c'est l'aromathérapie. Donc, on a une distillerie, donc c'est pour ça qu'on s'appelle Distillerie Saint-Hilaire Auvergne. Donc, ça, c'est l'histoire de la société. Et dans les années 2000, on a commencé à développer la gémothérapie, tout simplement. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur et on a de plus en plus de demandes sur la gémothérapie. Donc, c'est bien de pouvoir le développer. Et justement, j'expliquerai un peu plus toutes les activités qu'on peut avoir autres que l'aroma et la gémo. Justement, après d'avoir développé ça, donc, je vais vraiment détailler sur notre gémothérapie, également comparer avec les différentes techniques qui peuvent exister, tout simplement, parce qu'on peut s'y perdre également et c'est pas toujours simple de se retrouver en tant que consommateur ou même Oui, pour conseiller. tout Voilà. à fait. Et ensuite, dès qu'on aura bien expliqué ça, on va développer la gémothérapie et le système immunitaire, donc qui sont justement des sujets d'actualité, certes, mais qu'on retrouve chaque année systématiquement et qu'on Oui. doit adapter justement vis-à-vis des problématiques qu'on peut rencontrer chaque année, la grippe ou autre. Voilà. Très bien. Donc, c'est un programme assez chargé, je pense. On va essayer de s'organiser ça sur 1 heure et je sais qu'on voilà, on pourrait échanger. S'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter et je pourrai y répondre. Voilà, Avec plaisir. Allons-y. allons-y. Donc, voilà, qui sommes-nous? Donc, aujourd'hui, attendez, je vais juste replacer un petit peu les vidéos et c'est parfait. Donc, qui sommes-nous? Donc, aujourd'hui, on s'appelle donc Distillerie Saint-Hilaire Auvergne. Donc, c'est assez parlant. Aujourd'hui, une distillerie, ça peut être, on peut produire l'alcool, certes, mais aujourd'hui, une distillerie, on pense de plus en plus à l'huile essentielle aromathérapie. Mhm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a mis en avant. Saint-Hilaire, c'est parce qu'on est basé à Saint-Hilaire, dans une petite commune au cœur de l'Auvergne, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, le logo distillerie Saint-Hilaire est assez parlant et explique bien notre activité. Donc, comme je dis, donc, on existe depuis plus de 30 ans. On a été créé en 88 et on cultive les bienfaits naturels des plantes depuis son début. Et donc, l'objectif, bien sûr, c'est de façon toujours l'homme et la nature au cœur du développement. Voilà, parce qu'on est quand même une société ancrée dans l'Auvergne. On est maintenant 50 employés et il y a encore 12 ans, on n'était que 10 employés, tout simplement. Donc, vous voyez, on a évolué et on est un gros acteur local maintenant. Et également, l'objectif, c'est vraiment de placer et de travailler des partenariats avec des producteurs. Donc, en 15 ans, on est passé de 5 producteurs à maintenant plus de 25 producteurs en France, en Auvergne principalement, également en France. Et on D'accord. a créé des partenariats avec près de 300 producteurs dans le monde entier. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, voilà, et c'est un gros travail, mais ce qui nous permet aujourd'hui d'être à la source, je dirais, des producteurs et du végétal. C'est vraiment un leitmotiv de la société. Mhm. C'est très important. Voilà. Donc voilà, pour reprendre un petit peu l'histoire de la société, donc elle a été créée en 88 par Monsieur Chambon. On voit bien dès le départ, il a principalement privilégié les plantes locales et il distillait, il faisait sécher des petites productions qu'il avait commencé à faire ou après
des plantes locales comme les résineux, sapins, pins sylvestres, ou après le millepertuis, bleuet. C'est ce qu'on faisait beaucoup au départ. Et c'est comme ça qu'il a développé l'activité. Et ensuite, en 2007, il a été racheté par une société qui s'appelle SNPM. Donc, c'est la société Stéphane Noir Plantes Médicinales. Donc, c'était un de ses clients. Il avait le choix, soit il était racheté par un gros groupe, soit il était racheté par un de ses clients, modeste client, et il a privilégié l'avenir, parce que l'objectif de Gérard Chambon, c'était vraiment de pérenniser la société. Et donc, Stéphane Noir lui garantissait cette pérennité, et on s'en rend compte aujourd'hui, et même aujourd'hui, avoir pérennisé la société, c'est une chose, mais l'avoir fait développer, c'est encore mieux. Et ce qui est admirable, c'est qu'aujourd'hui, depuis que ça a été racheté en 15 ans, Stéphane Salé, qui est aujourd'hui directeur, a permis de développer cette activité-là. Et on est passé, comme je disais tout à l'heure, de 5 producteurs à 25 aujourd'hui. Et on est passé de quelques hectares de culture à, on verra tout à l'heure, plus de 100 hectares de culture. Voilà. Donc, c'est un gros travail de fond qui a été fait, mais au bout du compte, ça porte ses fruits. Voilà. Et en peu de temps. Oula, mais beaucoup de temps, oui. Parce que la maîtrise des filières, c'est quelque chose d'assez particulier. On est quand même dans une région, nous, qui n'est pas vraiment faite pour les plantes médicinales en Auvergne. On est plus sur de l'élevage ou des céréales. Et éduquer, je dirais, les producteurs à ça, c'est pas toujours simple. Voilà. Mais on se rend compte depuis quelques années, voilà, les producteurs sont quand même assez ouverts. La conjoncture pour eux n'est pas non plus simple. Et aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de demandes. Voilà. Et on a un suivi technique qui est là aussi, ce qui est assez important. Par contre, à l'inverse, on travaille également la cueillette. Par contre, là, on a de plus en plus de difficultés à trouver des cueilleurs. D'accord. Donc là, on passe plus par des réseaux de cueilleurs, on verra tout à l'heure, qui sont organisés. Voilà. Avoir nos propres cueilleurs, ça devient compliqué, tout simplement. Et donc, on a évolué. Donc, vous voyez, on faisait tout ce qui est aromathérapie, macérabieux, gémothérapie, et on a développé également la cosmétique, qui sont en complément de notre activité. Donc là, on a développé un laboratoire en 2010, et on a évolué au fur et à mesure, et on a suivi le marché, bien sûr, et on a répondu à tout ça. Donc aujourd'hui, on est plus de 50 employés. On a rénové la distillerie en 2022 et on a refait un magasin d'usine, un très joli magasin qui nous permet d'accueillir, je demande, de plus en plus de touristes, les locaux aussi qui veulent venir acheter nos produits, mais également on a créé une salle de formation, d'atelier, voilà, qui nous permet justement de pouvoir accueillir, organiser des ateliers avec des professionnels comme des particuliers. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on va mettre en place à partir de septembre. On a déjà un programme de prévu, mais en tous les cas, voilà, la porte est ouverte à tous les professionnels qui souhaitent venir faire des ateliers dans nos locaux. Voilà. Donc, elle est vraiment dans la distillerie, au cœur de l'entreprise. Donc ça, on peut venir visiter la distillerie. Visiter et même, je dirais, amener un groupe et développer un atelier directement sur place. Voilà. On a des parcelles à proximité de la distillerie, donc ça nous permet de faire des balades aussi. Donc, ça reste quand même un lieu agréable, avec un panorama magnifique. Donc, on a tous les éléments pour pouvoir accueillir des professionnels comme les particuliers, tout simplement. Si à l'occasion je vais en Auvergne, je ne manquerai pas de venir vous voir. Ben aujourd'hui, on est un bon lieu de passage et beaucoup de personnes font le détour. Donc, c'est le gros avantage de l'Auvergne aujourd'hui. On a de plus en plus de touristes qui viennent sur place. C'est vrai. Et justement, en 2022, fin 2021, on a voulu concrétiser un petit peu sur le papier, je dirais, tout ce qui a été fait depuis des années, quelques décennies, c'est vraiment travailler le commerce équitable. Comme on maîtrise de A à Z les filières, que ce soit en local ou à l'étranger, on a travaillé le commerce équitable sous le label Fair for Life, donc on verra un peu plus tard, pour vraiment mettre à l'écrit, d'un point de vue éthique et autres, tout ce que l'on peut faire comme action. Et c'est vraiment quelque chose de gratifiant parce que dans quelques mois, on va avoir une cinquantaine de références qui vont être certifiées Fair for Life, qui est aujourd'hui unique en France. Voilà, dans nos produits. Le plus dur, c'est de mettre ça en place. Donc c'est fait. Après, il n'y a pas de souci, on peut avancer. Super. Voilà. Ensuite, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Un peu sensible. Désolé. Voilà. Donc, l'objectif de notre activité, donc notre métier, c'est vraiment la mise en valeur des plantes. Donc, comme je disais, on travaille l'aromathérapie avec les huiles essentielles, les eaux florales. Quand on distille, on peut récupérer les deux.
On fait environ une trentaine d'huiles essentielles, globalement. Et en eau florale, on en fait près de 60. Ah, quand même. Voilà. Parce qu'il faut Mm. savoir qu'il y a des plantes, on verra tout à l'heure des plantes, quand on distille, on peut récupérer des huiles essentielles ainsi que des eaux florales. Mais il y a des plantes, comme le bleuet que vous avez en photo, où là, quand on va le distiller, on va récupérer que de l'eau florale. Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, on est au mois de juin et on est en pleine distillation de bleuet actuellement. Donc le bleuet que vous allez avoir ou qu'on distille actuellement, dans quelques semaines, c'est ce que vous aurez dans les flacons, tout D'accord. simplement. Donc D'accord. c'est frais. Ah oui, oui, oui. Donc en Voilà. fait, le circuit est plutôt très court. À partir du moment où vous distillez, c'est très rapidement ensuite sur le marché, si je puis Bah, dire. en fait, globalement, on travaille le végétal globalement une fois par an. Donc quand on le D'accord. distille, on a une année pour le consommer. Voilà. Aujourd'hui, le bleuet, on ne pourra pas le distiller au mois de décembre. Oui, Comme la lavande, on ne pourra pas la distiller au mois de décembre. Voilà. On a d'accord. une période courte pour distiller et ça, c'est vraiment très important. Mais quand on distille pour l'année. D'accord. Voilà. On ne travaille pas, on travaille très très peu de plantes séchées en distillation, voire quasiment aucune. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est important. Et on travaille principalement des plantes fraîches. Donc dès qu'on récolte la plante, principalement, il faudrait distiller dans la journée, voire le lendemain au maximum. D'accord. D'accord. Ça, c'est très important. Ah oui. Également pour la gémothérapie, un travail que l'on fait quand même depuis près de 20 ans maintenant. Donc, c'est les macérats merglycérinés. Donc, là, on verra plus tard les techniques de macération. Donc, on maîtrise également tout de A à Z. On fait du frais. Bon, plus frais, ce serait quand même compliqué parce qu'en fait, chaque cueilleur amène un bidon avec le mélange tout prêt d'eau Mhm. d'alcool-glycérine qu'il amène sur la parcelle. Et dès qu'il a fait sa récolte, assez rapidement, dans l'heure qui suit, il met les bourgeons à macérer. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est Pas frais, pas congelé, à tout simplement. peine cueillis, ils sont déjà mis à macérer. Voilà, c'est ça, D'accord. Ah oui. exactement sur place. Ensuite, on fait de la macération de plantes donc pour les macérats huileux, donc extrait lipidique aussi, donc c'est la plante comme l'arnica, le calendula. Donc là Mhm. également, on récolte la plante et on la fait macérer frais également. Voilà. L'objectif, c'est de le faire macérer assez rapidement. Et là, le temps de macération, on est sur 40 jours de macération. D'accord. Et on verra plus tard pour la gémothérapie que j'ai détaillée, on est plus sur 21 jours de macération. D'accord. Donc voilà les grosses activités que l'on fait, principalement du végétal. Et comme je disais tout à l'heure, on a développé la partie cosmétique, où là, on formule nous-mêmes et on fabrique nous-mêmes les produits cosmétiques dans notre laboratoire. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'utiliser les ingrédients, des huiles essentielles, voire de la gémeaux, des Mhm. macérats bio, des eaux florales, qu'on va intégrer dans nos cosmétiques. Voilà. Ouais. Ça, c'est important et c'est un gros travail. Alors, pourquoi on a développé la cosmétique? C'est parce qu'aujourd'hui, comme on fait tout de A à Z, on cultive, on récolte, on transforme et on conditionne. Et pour conditionner, il faut respecter les bonnes pratiques de fabrication. Et ça consiste à avoir un laboratoire cosmétique. Pour conditionner Mhm. ne serait-ce qu'une eau florale, il faut être laboratoire cosmétique. D'accord. Donc, tant qu'on a ça, ben, on s'est dit, ben, on a l'accréditation, et ben, dans ce cas-là, autant faire des produits cosmétiques en parallèle. Donc, ce qui permet un petit peu de développer l'activité. Bon, c'est Mhm. quand même un investissement, ce qui n'est pas simple. Donc, l'objectif, c'est aussi de rentabiliser un petit peu les outils. Oui, Voilà. bien sûr. Donc, voilà un petit peu sur les principales activités que l'on a. Ensuite, voilà, on a deux sites qui sont assez complémentaires. Donc, sur Saint-Hilaire, vous pouvez voir sur la gauche, on a la distillerie. Donc, sur le fond de l'image, vous avez le village de Saint-Hilaire. Et donc, sur le devant D'accord. de l'image à gauche, on a la distillerie, fraîchement rénovée, où là, on a 4 cubes de distillation, des capacités entre 2000 et 3000 litres. Donc, au total, on a 11 mètres cubes de cuves. On Les a également un calculs séchage. fonctionnent en même temps ou... Alors, on peut les faire les 4 en même temps, ou on peut faire une cuve séparément. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on peut distiller 2 plantes différentes dans 2 cubes différentes. Ce n'est pas un problème, c'est l'avantage. D'accord. Voilà. Après, on peut faire la même plante sur 4 cubes de distillation. Là, actuellement, prochainement, on va voir la lavande. Donc là, on va distiller en même temps les 4 cuves. Voilà. D'accord. Par contre, le temps que mon collègue charge une cuve, il va remplir les autres au fur et à mesure. Donc, en fait, on fait tourner au fur et à mesure les cuves et ça lui permet de remplir les autres cuves en même temps. D'accord. Voilà.
Ensuite, on a également un séchoir. Donc là, on en fait quand même de moins en moins de séchage de plantes parce que la concurrence des pays de l'Est font qu'aujourd'hui, les prix de production, on est de moins en moins compétitifs. Donc autant avant, on avait 3 séchoirs, on est passé qu'à un séchoir maintenant. D'accord. Et également, on a 2 presses à froid pour faire des huiles végétales. Voilà, ça peut être de la cameline, pain de framboise, de pain de raisin. Mhm. Ce que l'on peut développer, on le développe tout simplement. Voilà un petit peu sur la distillerie ce que l'on a. Et ensuite, on a un laboratoire, donc notre local sur Ozon, qui est à 5 km de la distillerie, donc plus dans la vallée, parce que Saint-Hilaire, c'est un peu en altitude, donc plus dans la vallée. On a un laboratoire où, donc là, on a la partie administrative, la partie laboratoire où on macère, où on fabrique les cosmétiques et où on conditionne. Mhm. Voilà, on fait conditionnement cosmétique, conditionnement des produits alimentaires. Et on stocke également tout ce qui est matière première. Voilà, donc en fait, tout ce qui est produit par exemple à Saint-Hilaire, c'est approvisionné sur Ozon pour pouvoir stocker et avoir à disposition toutes les matières pour pouvoir les travailler par la suite. Voilà. D'accord. Soit les eaux florales, les huiles végétales. Donc ça, c'est également voilà, 2 sites complémentaires. Et on a un projet justement de construire un autre bâtiment juste à côté de celui d'Ozon, où là, on va vraiment dissocier la partie vrac, parce qu'on Mhm. travaille toujours avec des laboratoires, on fournit de gros laboratoires, beaucoup de laboratoires en France et dans le monde entier. Donc, il y aura vraiment une partie stockage du vrac, des matières premières, et Mhm. on aura le bâtiment actuel où on va vraiment le destiner à tout ce qui est produit fini. D'accord. Voilà. C'est qu'on est vraiment à l'étroit, même si le bâtiment fait 2 mètres carrés, on est vite à l'étroit parce que quand il faut respecter les normes BPF, ça demande quand même d'avoir des zones assez importantes, zones de Ouais. réception, zones de stockage, voilà, et respecter des choses. Et comme on a quand même pas mal évolué ces dernières années, voilà, il nous faut de la place, tout Ouais. simplement. Voilà. Il y a quand même comme c'est aussi des matières un petit peu dangereuses comme les huiles essentielles, il faut respecter vraiment des normes et ça c'est important aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, on est l'une des plus grosses sociétés en France de plantes aromatiques et médicinales. Voilà, on est dans les 3-4 plus grosses entreprises de France. D'accord. Et on est passé en 2006, quand ça a été racheté en 2006, la société, ils étaient que 4 employés et aujourd'hui, on est plus de 50 employés. Voilà. Les contraintes ont évolué, la qualité, le réglementaire, c'est des grosses contraintes aujourd'hui dont on parle tous les jours en interne. Donc, c'est des éléments aujourd'hui qui sont indispensables. On a des équipes assez étoffées à ce niveau-là parce que les contraintes réglementaires et de qualité font partie du travail au quotidien. Voilà. Ouais. Et vous n'avez pas le choix. Faire du business, c'est une chose, mais vraiment, la partie qualité réglementaire, c'est autre chose. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Le respect. C'est un peu ce qui nous drive au quotidien, en fait, tout simplement aussi. Mhm. On a quand même beaucoup de demandes de clients et ces demandes-là, voilà, il faut arriver à leur expliquer si on peut le faire ou pas. Voilà. D'accord. Ensuite, comme je parlais tout à l'heure, on a donc, pas mal de producteurs dans la région, mais on a nos propres cultures que l'on fait. Donc aujourd'hui, on a 7 hectares de cultures propres à la distillerie, où là, on cultive du bleuet. Alors, du bleuet, Mhm. vous allez me dire, on peut en trouver en cueillette, en sauvage. Alors, de moins en moins, c'est quand même très compliqué à trouver du bleuet en sauvage, parce que le seul bleuet qu'on a, c'est dans les parcelles de céréales de blé, par exemple, et ce n'est pas Mhm. forcément certifiable, entre Oui. guillemets. Tous nos produits sont quand même certifiés bio. Donc, il y a un cahier des charges à respecter, et pour la cueillette, il faut faire attention. Donc, voilà. Donc, le bleuet, aujourd'hui, on le cultive. Nous, par exemple, là, on a 2 hectares de bleuets qu'on est en train de distiller et également à des producteurs de bleuets. On n'a pas le choix aujourd'hui. On fait également de la camomille matricaire, donc là pour les huiles essentielles et pour l'eau florale. Mhm. On fait également du cassis pour de l'eau florale, mais principalement pour la gémothérapie. Donc ça, on a une parcelle d'un hectare. La mamélise pour l'eau florale. La lavande vraie, donc c'est une parcelle que vous avez à droite du lavande vraie, qui pousse très très bien dans la région, C'est contrairement à ce que vous joli, hein? pensez. Voilà. Voilà, de très belles parcelles. Mhm. On a également un hectare de lavandin, une très belle Ouais. parcelle de lavandin, pour également l'huile essentielle et l'eau florale. Et on fait 2 thym, le thym thuyanol et le thym linalol, voilà, pour les huiles essentielles et l'eau florale. Après, ça, c'est propre à nous. On a d'autres producteurs qui vont faire de l'estragon, du thym thymol, de la camomille romaine, de la menthe, de la mélisse. Voilà, qu'on a quand même beaucoup de producteurs dans la région qui travaillent
d'autres cultures, mais chaque culture va être vraiment adaptée au sol, au climat et à la région. On a quand même réussi dans la région en Auvergne à faire passer déjà la lavande, c'est déjà très bien. Oui, c'est plus de Mais chez nous, ça. très bien, voilà, exact. Mais on a eu fait des essais sur l'hélicryse. Oui. L'hélicryse, on avait essayé à Saint-Hilaire, ça n'a pas pris. Dans différents endroits dans la région Auvergne, on a essayé, ça n'a pas pris. Et sur Issoire, c'est peut-être un microclimat qu'on doit avoir là-bas. On appelle ça la porte du Sud. Maintenant, on sait pourquoi. On a réussi à produire 1 hectare d'hélicryse et la qualité est excellente. Voilà. Ah, parfait. Donc, voilà. Vous voyez, en fait, l'avantage de l'Auvergne, c'est petit comme région, vaste d'un côté, mais petit. On arrive, en fonction de l'altitude, de la vallée en montagne ou autre, à arriver à adapter, je dirais, différents types de cultures. Donc, c'est vraiment une richesse qu'on a localement. Après, c'est vrai que les parcelles restent modestes, mais voilà, aujourd'hui, on arrive déjà, si je prends ne serait-ce que la lavande, à répondre à tous nos besoins annuels. Très Voilà. bien. Même si aujourd'hui, on passe quand même beaucoup d'huile essentielle pour nos propres flacons pour la marque Saint-Hilaire. Tout ce qu'on produit, ça va en flacon. Voilà. Et donc, en parallèle, on fait de la cueillette aussi. Donc là, je vous parle de la carotte sauvage, du millepertuis, la pâquerette et les résineux, sapin, pin sylvestre, glace. Voilà, ça, c'est vraiment des cueillettes basiques que l'on fait chaque année. Et bon, et j'en passe d'autres aussi. Donc, au final, on va travailler entre nos producteurs, nos cultures et la cueillette, environ 100 plantes différentes. Et j'intègre aussi la gémothérapie. Où la gémothérapie, on a déjà une quarantaine de bourgeons différents. Donc, D'accord. Ah oui. donc si on rajoute la gémothérapie 40 bourgeons, plus en eau florale 60, vous voyez, on est à peu près à 100 plantes différentes. Voilà. Et la cueillette, ça se fait un petit peu tout Oui, au long, entre guillemets, selon les saisons, etc. Ça se oui, fait peut-être un oui, petit c'est peu tout ça. au long de l'année. Les cueillettes, On vous les faites verra. à la main? Voilà, je vous montrerai un petit peu. Tout à l'heure, j'ai un petit planning. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Mhm. Avec plaisir. Donc ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, on a quand même pas mal de partenaires producteurs. Donc, on en a 25 aujourd'hui, dont 11 locaux. Donc, 11 locaux, ça veut dire qu'ils vont, ces petits producteurs qui ont 1, 2 hectares, mais ça va à certains qui ont 25, 30 hectares, voire plus dans quelques années. Donc, c'est des contrats. Voilà, si je vous prends en photo, on a Rollin, Monsieur Rollin, qui est un des premiers producteurs d'une entreprise. Et il a commencé avec 1 ou 2 hectares. Et maintenant, ils ont une trentaine d'hectares avec lui et son fils. Voilà. D'accord. Et en plus, il y a son fils qui vient derrière, qui prend la relève. Donc, voilà. Et ils ont envie justement de continuer et pérenniser les parcs médicinales dans la région. Donc, ça, c'est un acteur. On verra plus tard aussi qu'on a d'autres acteurs qui souhaitent vraiment, je dirais, ancrer les parcs médicinales dans la région Auvergne et travailler avec nous. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Et donc, on a plus de 100 hectares dans la région, ce qui est également, dans les années à venir, on devrait arriver à 200 hectares dans la région. Voilà. Et donc, Vos voilà. agriculteurs, excusez-moi, vos agriculteurs partenaires sont certifiés bio également, ou Oui, tous, correspondent, voilà. enfin, répondent au même cahier des charges que vous, on est bien d'accord. Voilà. C'est ça, en fait. Bon, ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir des producteurs qui soient certifiés. On le sait qu'aujourd'hui, dans la région, entre l'élevage et les céréales qui ne sont pas forcément bio, ils veulent passer en certification bio sur les parcs médicinales, il y a un délai de transition qui est de 3 ans. Voilà. Donc, pendant 3 ans, il va cultiver, mais sans être certifié bio. Voilà. Malheureusement. Donc là, c'est qu'on a une partie, nous, qu'on déclasse pour vendre en non bio parce qu'on n'a pas le choix. Dès qu'on passe un contrat avec un producteur, on se doit quand même dans l'obligation de reprendre au moins sa marchandise parce qu'il fait quand même l'effort de travailler avec nous dans l'avenir. Voilà. Donc, si je prends une plante, une culture comme la lavande, c'est un temps de culture de 8 ans. Voilà. Donc, c'est vrai que s'il fait l'effort pendant 3 ans de ne pas passer en bio, voilà, nous, on se doit quand même faire l'effort d'acheter la matière, on déclasse la marchandise en bio, qu'on revend à des clients. Voilà. Mais au moins, on sait que le contrat est stable au moins pendant 8 ans. Ça, c'est important. Voilà. Et justement, dans la certification Fair for Life qu'on verra après, voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte pour pouvoir être certifié FFL, qui sont de grosses contraintes, mais que nous, on n'a pas eu trop de mal à mettre en place parce qu'on le fait depuis des années. Voilà. Mais ça, j'en parle un peu plus rapidement après. Ensuite, justement, voilà, donc l'idée aujourd'hui, voilà, c'est on est passé donc Fair for Life, donc commerce équitable, donc qui peut être, il y a encore quelques années, on parlait vraiment de Sud-Nord, où on était vraiment en commerce équitable avec les producteurs de l'hémisphère sud, hein, pour le cacao, le café, c'est vraiment ça l'histoire du commerce équitable. Aujourd'hui, on le duplique un petit peu à tous les niveaux et
On parle également de Fair for Life au niveau nord-nord. Donc, si je prends aujourd'hui un producteur qui est à côté de chez nous, peut être Fair for Life. L'objectif, c'est de respecter un cahier des charges qui est assez rigoureux, assez strict. Et aujourd'hui, on a réussi quand même à passer une cinquantaine de matières premières en Fair for Life, ce qui est énorme, je dirais, en travail, en paperasse. Moi, je sais que c'est mon directeur Stéphane Salé qui a rempli les dossiers. Il n'est pas là pour en parler, mais c'était de très, très grosses contraintes administratives. Mais voilà, tout ce qui a été fait depuis des années, il fallait le remettre sur un bout de papier. Et voilà, c'est un gage de partenariat, je dirais, de longue durée aussi. Ouais. Voilà, on a même pour vos partenaires, du coup. Voilà, nos partenaires, c'est ça. Ouais. Mais ça impose aussi à nos partenaires d'avoir des contraintes également qu'ils doivent respecter. Donc, il faut que tout le monde adhère, soit nos producteurs, nos partenaires étrangers également, ainsi que nous. Voilà. Donc, ça demande vraiment, je dirais, une confiance. C'est plus une confiance, aujourd'hui, c'est mettre en application des choses. Autant avant, on pouvait dire les choses par rapport au bio, c'était vraiment de la confiance. Là, aujourd'hui, qu'on ait pu mettre ça en place, c'est que ça va au-delà de la confiance, c'est que c'est réel. Les choses sont vraiment concrètes et on ne s'appuie pas sur des suppositions, c'est du concret. Voilà. Ouais. Et le mettre ça localement, c'est facile parce que localement, on peut maîtriser encore, mais à l'étranger, c'est également plus compliqué parce qu'à l'étranger, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et le fait qu'ils aient mis ça en place, ça nous permet, nous, d'avoir des garanties sur nos achats. Voilà. Ouais. Donc là, on voit, mettons en haut à gauche, on a notre producteur de lavande, M. Malga, qui fait également de l'hélicryse. On a M. Rollin avec son fils qui sont dans une parcelle d'estragon. Et on a Marie au milieu, en bas au milieu, qui fait du calendula pour nos macérabilles. Voilà. Et après, on a deux producteurs malgaches et un népalais qui sont pour différentes cultures, dont la Golterie. D'accord. Voilà. Parce qu'en pour le Népal, par exemple, on a fait la Golterie, on produit de la Golterie. On a investi il y a quelques années parce qu'il y a eu un gros séisme. Il y a eu pas mal de distilleries qui avaient été anéanties au Népal. Et donc, on connaît un collaborateur au Népal qui nous a demandé si on voulait les aider à reconstruire des distilleries. Donc, on a investi. Ils restent indépendants, mais on les a aidés à repartir et à réinvestir pour recréer des distilleries au Népal, tout simplement. Bien. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites naturellement il y a des années. On n'a jamais trop vraiment communiqué, mais aujourd'hui, voilà, pour nous, c'est facile de mettre en place parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est très bien. Voilà au niveau du commerce équitable, Fair for Life. Donc, ça aide tout doucement. Vous pouvez nous suivre un peu sur les différents sites internet, différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, aujourd'hui, on le met vraiment en avant parce que tous nos produits arrivent au compte-gouttes et passent Fair for Life au fur et à mesure. Voilà. Gage de qualité, donc. Entre autres, voilà. Et de confiance, de traçabilité optimale. Voilà. Ouais. Après, tout n'est pas réalisable au niveau du Fair for Life. Hein. Ça se met au fur et à mesure. On pourrait le faire sur la gémothérapie, mais la gémothérapie, c'est quand même plus complexe. Parce que dans le cahier des charges, on se doit d'avoir un minimum de produits Fair for Life. Donc, si je prends dedans, dans la gémothérapie, on a de la glycérine, de l'eau et de l'alcool. Ce sont 3 ingrédients qu'on ne peut pas, pour l'instant, certifier Fair for Life. Et comme il faut au moins 20% d'ingrédients certifiés Fair for Life, donc il ne faudrait que les bourgeons et on n'a pas ce pourcentage-là. Voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, la gémothérapie n'est pas possible. D'accord. Bon. Peut-être plus tard, on verra. Peut-être plus tard, voilà. Globalement, sur la trace, sur le fonctionnement, on serait, mais il faut avoir un pourcentage d'ingrédients dedans. D'accord. Et rapidement, voici donc le planning de distillation. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais donc des huiles essentielles et des eaux florales. Donc, en haut, donc, les huiles essentielles, c'est marqué l'angélique. On fait en période hivernale, on fait beaucoup de résineux, sapin, pin sylvestre, épicéa, douglas, genévrier, angélique racine. Donc ça, c'est vraiment en période hivernale. Et à partir du printemps, on peut travailler d'autres cultures. Là, vous voyez, on est en plein dedans, en train de faire les différents teints. On a fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la matricaire. On va faire sans doute fin de semaine ou début de semaine prochaine l'estragon. Voilà, donc vous voyez, on est en pleine distillation. Et à partir du mois de juillet, on va commencer la lavande. Après, normalement, plus tardivement, le lavandin. Les différentes menthes, la mélisse, la sarriette, la livèche. Voilà. D'accord. Et après, au mois d'août, un peu plus tardif, la camomille, le millepertuis en plantes sauvages comme la carotte, la coriandre, et on refait l'estragon. Voilà. Vous pouvez voir sur la matricaire, l'estragon, la menthe poivrée ou la mélisse, voire même l'étain aussi. On
peut faire 2 récoltes par an. Donc, ça va dépendre du climat, tout simplement. Donc, cette année, il fait très chaud. Donc, là, on a pu récolter assez rapidement, je dirais, la première récolte. Et s'il continue à faire ce temps, on pourra sans doute ramasser en septembre-octobre, faire une deuxième récolte. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous aurez de l'avance, entre guillemets, sur le planning. Voilà. Après, on récolte aussi si la qualité de la plante est bonne. Voilà. Oui. Et que si on passe un été pas très chaud et très humide, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas récolter la menthe ou la mélisse, par exemple. Ouais. Voilà. Parce qu'on a besoin quand même d'un peu de chaleur. C'est qu'actuellement, on a il fait quand même très chaud. On sait d'avance que la menthe poivrée, elle sera de très bonne qualité. Voilà. Parce que le taux de menthol sera élevé. Oui, il sera élevé. L'année dernière, on a eu un printemps, un été maussade. Le taux de menthol était quand même beaucoup moins élevé. Donc, on n'a pu faire qu'une récolte. D'accord. Voilà. Tout simplement. Après, on peut faire une deuxième récolte, mais on sait que la qualité ne sera pas bonne. Oui. Bonne, voilà. Donc ça, on l'analyse un petit peu avant aussi. On fait quand même une analyse pour être sûr qu'avant de récolter, ces molécules sont présentes en quantité suffisante pour pouvoir ensuite accepter le lot produit. Mm-hmm. Ça, c'est important. Donc, chaque lot qui va être distillé ou qui est acheté à nos partenaires producteurs est systématiquement analysé. Analyse chromato, on fait ça sur 250 molécules, on répertorie et on regarde les critères qualité par rapport aux specs qu'on doit respecter. Donc, c'est les normes AFNOR qui sont quand même assez rigoureuses. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans ces normes-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez une récolte qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas de qualité suffisante pour être exploitée derrière? Alors, globalement, les producteurs nous demandent conseil et on évite de récolter si on sait qu'elle ne sera pas bonne. Ça évite de perdre du temps pour tout le monde parce que si le producteur récolte la plante sans nous avertir et qu'au bout du compte, nous, en fait, déjà, rien que de visu, on saura si la qualité de la plante elle est bonne. Mm-hmm. Déjà. Après, si on sait qu'il fait un temps très maussade et que le producteur a récolté, on va quand même faire attention en disant je te distille une cuve à la rigueur, mais je ne suis pas sûr que la qualité de l'huile sera bonne aussi. Voilà. Donc, on fait quand même en amont, on évite de récolter une marchandise qui ne sera pas bonne parce que si on distille derrière et on analyse et que l'eau n'est pas bon, on ne pourra jamais le vendre. Ou alors on le déclasse, mais si on le déclasse, il faut arriver à le vendre et il n'y a pas grand monde qui voudra, ou certains le voudront, mais l'objectif, c'est quand même pas de valoriser des produits de moins bonne qualité ou de mauvaise qualité. On évite de mettre ça sur le marché, donc on évite de distiller avant, tout simplement. D'accord. Ouais. Ça, c'est un point essentiel. Et voilà, aujourd'hui, trouver des producteurs, c'est pas évident, mais on y arrive. Mais la partie transformation, c'est également importante parce que quand on distille, voilà, la cueillette de la plante, on doit la récolter à un stade précis. Si on la récolte trop tôt ou trop tard, les principes actifs ne sont pas les mêmes, tout simplement. Voilà. Et nous, on le saura. L'objectif, voilà, c'est vraiment de distiller une plante correctement. Et quand on distille, nous, on doit maîtriser également la température de distillation, la pression dans la cuve. Donc, on est sur une basse pression, basse température. Et également, on doit maîtriser le refroidissement pour éviter les chocs thermiques et éviter de perdre des molécules. Voilà. Le temps de distillation est très important. Voilà. Si je prends la lavande, on le distille pendant 1h30, mais on sait qu'au bout d'une heure, on va récolter plus de 80% de l'huile essentielle. D'accord. Et malheureusement, ou heureusement, on distille une demi-heure de plus pour récolter la queue de distillation, comme on appelle, et avoir le totum de la plante et avoir une huile complète. Et cette queue de distillation, elle est très importante. Donc, nous, aujourd'hui, on distille, ça va de 1h30 pour la lavande jusqu'à 6 heures de temps pour l'angélique racine. Oui, effectivement. Pas... La menthe poivrée, c'est environ 2h30. Voilà. Et les résineuses, c'est environ 3h30. Quasiment tous à peu près la même chose? Voilà, aujourd'hui, ça va entre 1h30 et 6 heures, mais globalement, c'est le temps moyen, c'est 2h30 à 3 heures. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais chaque plante distille différemment. Et les rendements sont aléatoires chaque année. La lavande, voilà, on va avoir environ en rendement, on va être sur 1% de rendement. Voilà. Et le lavandin, on va être sur du 3% de rendement. D'accord. Voilà. C'est un peu triple quand même. Voilà. Mais on voit les prix sont différents aussi. Normal. Voilà. Et l'angélique, on est sur, on fait pour une tonne distillée, on récupère environ 1,5 kg d'huile essentielle.
Donc, sur du 0,15% de rendement. Ouais. Et la mélisse, c'est encore pire. La mélisse, c'est aujourd'hui sur une tonne, on va récupérer moins de 100 grammes d'huile essentielle. Et l'hélicryse? Et l'hélicryse, le rendement, on est environ sur 2 kg à 2,5 kg pour une tonne. D'accord, Voilà. je m'attendais un petit peu moins, parce que ça Ouais. fait quand même partie des huiles essentielles les plus chères, l'hélicryse. Après, on se dit, après, ça va dépendre un petit peu, je dirais, de la saison. Voilà. Je suis désolé, je vais te faire un petit carré. J'ai une petite machine. Je vous en prie. Excusez-moi, les petites aléas du. Bon, voilà un petit peu au niveau du planning. Et voilà, si vous avez d'autres questions, il ne faudra pas hésiter. Mais en tous les cas, on pourra en parler pendant très longtemps. Et l'objectif, Oui. voilà, c'est maîtriser la distillation, la récolte et systématiquement s'analyser. Et également sur tout ce qu'on achète à l'étranger. Au niveau des pesticides, on fait attention. Donc, sur beaucoup de régions dans le monde, il y a beaucoup de cultures sur lesquelles il faut faire attention. Donc là, on fait une analyse pesticide pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. Mhm. Ça, c'est important. Très. Donc, je vais vous parler un petit peu de la gémothérapie. Donc aujourd'hui, sur photo, vous avez notre champ de cassis qu'on a juste à côté de la distillerie en pleine récolte. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la gémothérapie? Donc aujourd'hui, la gémothérapie, c'est une branche de la phytothérapie où on va travailler principalement le bourgeon. Voilà. Aujourd'hui, la phytothérapie, globalement, c'est travailler la plante adulte. Mhm. Par contre, nous, on va vraiment travailler le bourgeon, donc une plante plutôt jeune, où on concentre vraiment les principes actifs. On a partie des principes actifs très concentrés dans les bourgeons, contrairement à la plante mature, je dirais, où là, on va vraiment avoir d'autres principes actifs ou des principes actifs un petit peu dilués, on va dire. Mhm. Donc, on travaille donc, le bourgeon des plantes. Et donc, on a une dimension énergétique assez importante parce qu'on capte justement tout le potentiel et l'énergie du bourgeon. Voilà. Et on peut parler d'un traitement systémique au niveau de la gémothérapie et c'est une médecine plutôt naturelle, végétale. Donc, voilà globalement la gémothérapie, ce que c'est. Et aujourd'hui, si on fait un essai sur le cassis, par exemple, vous pouvez faire un essai, si un jour vous venez à Saint-Hilaire, on vous fera essayer ça. J'aime bien montrer, moi, professionnel comme particulier, c'est si vous prenez, mettons, une feuille de cassis, vous la froissez, vous la sentez, sentira le cassis, mais pas forcément bien frais. Par contre, si vous ramassez un rameau bleu bourgeon, vous le froissez dans votre main, là, vous allez avoir au niveau olfacto une puissance énorme au niveau olfacto et un cassis vraiment qui ressort vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on prend une tisane de cassis ou framboisie ou autre, ça sentira toujours un petit peu la plante séchée, un peu froid. Mais si demain vous achetez une tisane de cassis, par exemple, vous avez des petits morceaux de bois dedans qui sont même de qualité. Parce que la feuille, je dirais, la feuille, c'est pas forcément là où il y a le plus gros, la grosse concentration, je dirais, de principes actifs, c'est plus dans le rameau ou dans le bourgeon. Donc, avoir une tisane avec des feuilles et des rameaux, c'est plus intéressant que d'avoir une tisane de feuilles seulement. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que dans le bourgeon de plante, vu qu'il est tout neuf, c'est un bébé plante, on a des cellules plus actives, plus, comment dire, quelque chose de plus dynamique qui apportera Voilà. peut-être plus de bienfaits qu'une plante mature? C'est ça, en fait, la plante, le bourgeon, il faut savoir que les cellules sont en pleine ébullition et elles sont très actives, tandis qu'une plante mature, en général, dès qu'elle est mature, après, elle est stable. Et elle va, après, au fur et à mesure, je dirais, perdre en principe actif, tandis que dans le bourgeon, qui, avant le débourrage, justement, il est en pleine ébullition et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le bourgeon au niveau énergétique et on a une multiplication de principes actifs. Et on verra un petit peu plus tard un petit peu les différents éléments qu'on peut retrouver dans le bourgeon, ce qu'on va pouvoir extraire. Et ce qu'on ne trouvera pas forcément, je dirais, dans la plante nature. Voilà. Très bien. Ça, c'est important. Et il y a la différence entre la phytothérapie et la gémothérapie. Aujourd'hui, on va parler plus de phyto-embryothérapie pour la gémothérapie. D'accord. Donc, l'histoire rapide, c'est le docteur Paul-Henry qui est, entre guillemets, l'inventeur de la technique qu'on verra tout à l'heure. Mais il faut savoir que déjà au XIIe siècle, il y avait une de gamme déjà qui avait commencé à travailler sur 8 bourgeons différents, un petit peu les propriétés de 8 bourgeons différents. Et c'est par la suite, dans les années
59, voilà, je dirais, le docteur Paul-Henri a vraiment travaillé sur la phytobryothérapie, justement, avec une technique très particulière qu'on verra par la suite. D'accord. Et dans les années 70, donc il y a Max Teto qui a repris un petit peu les études de docteur Paul-Henri, donc c'est un homéopathe, mais qui a vraiment travaillé une autre technique qui est la macération diluée, qu'on verra également tout à l'heure. Mais cette macération diluée, c'était pour répondre à la pharmacopée française. Donc c'est pour ça que autant docteur Paul-Henri, c'était quelque chose de très concentré, et ce qu'a mis Max Teto en place, c'est quelque chose qui est plus adapté à la pharmacopée. Voilà. Et on sait que depuis une vingtaine d'années, voilà, la notoriété de la gémothérapie s'est développée, la demande est là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, je dirais, de multiples labos, dont certains qui travaillent très, très bien. Il faut dire ce qui est vrai, hein. Voilà, pour garder dans ce n'est pas un souci. Mais globalement, voilà, ça, c'est important de pouvoir respecter les techniques et le végétal, surtout au départ. Voilà. Donc, comme je disais, donc, les bourgeons, les propriétés, donc, ils contiennent vraiment toute la puissance des futures plantes. Ça, c'est important. Les tissus embryonnaires sont totipotents et trouvent une phase de multiplication cellulaire très intense. Voilà. Beaucoup d'acides nucléiques, minéraux, oligoéléments, vitamines, on les retrouve vraiment, je dirais, dans le bourgeon. Ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve dans les bourgeons. Et ensuite, l'utilisation, voilà, aujourd'hui, on parle de bourgeons, mais également, on peut récupérer tout ce qui est jeunes pousses et les radicelles. Voilà, tout simplement. Très bien. Aujourd'hui, si je prends les jeunes pousses, on fait principalement tout ce qui est résineux, le sapin, le pin sylvestre. Voilà, c'est des jeunes pousses, comme le romarin. On n'a pas de bourgeons, donc c'est vraiment des jeunes pousses. Et après, tout ce qui est radicelle, ça peut être le seigle ou le maïs, mais nous, on ne fait pas ça. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas on peut avoir la technique, mais on n'a pas la demande. Culture pour ça. Voilà. Parce que si je prends du seigle ou, je dirais, du maïs bio, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ensuite, voilà, je vous parle un petit peu de la différence entre le macérat mère et macérat dilué. On appelle le macérat 1D. Donc, ça a figé une seconde là. Ah oui, votre connexion. Donc les macérats. Je pense ou pas? Là, je pense qu'on va recommencer parce que ça a refigé. De toute façon, après, ils feront un montage derrière. Donc, ok, pas de souci. Est-ce que ça fonctionne ou pas là, à votre avis? Oui, là, c'est bon. C'est bon? Parfait. Ouais, là, c'est bon. Je pense. Ouais, bon. Ok. Voilà, aujourd'hui, en fait, le macérat glycériné dilué, donc le 1D, aujourd'hui, on fait la macération du bourgeon dans l'alcool et les glycérines. C'est tout. Et ensuite, après la macération et la filtration, on va diluer dans de l'eau. Voilà. Et on va le diluer au 1/20e. D'accord. La macération, elle dure combien de temps? Alors, sur la macérat glycériné, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Si je prends Paul-Henri, il a demandé de le faire sur 21 jours. D'accord. Voilà. Les études qu'il a faites, c'est sur 21 jours. On peut faire quel que soit le bourgeon. Voilà, comme 30 jours, voilà, c'est toujours 21 jours. Si on veut 30 jours, on peut le faire, hein, c'est pas un souci. Voilà. Mais moins de 21 jours, il faut éviter. On ne va pas pouvoir récupérer l'ensemble des principes actifs. Et donc, la dilution, c'est du sur 1/20e. Par contre, la teinture mère, en comparaison, on est sur du 1/10e. Donc, on va dire que le macérat glycériné 1D, c'est un peu moins actif que la teinture mère. Par contre, la teinture mère, on va travailler sur la plante entière. OK. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que la macération glycérinée, on va voir par la suite, le fait de travailler, je dirais, dans de l'alcool, la glycérine, ne pas le mettre l'eau, on verra que ça peut avoir des conséquences sur la qualité du produit à la fin. Voilà. Donc, nous, de notre côté, on travaille les macérats mères glycérinés. Donc là, nous, on utilise systématiquement, pour la marque Saint-Hilaire, des produits frais, des bourgeons frais, des jeunes pousses fraîches et pas congelées. Voilà, ça c'est important. Pas séchées et pas coupées. Voilà. Et donc, nous, bien sûr, on mélange eau, alcool, glycérine à part égale, 30% systématiquement. D'accord. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille donc les bourgeons frais. Et chez nous, chaque cueilleur amène un bidon du mélange eau avec glycérine qu'il va cueillir. Et ensuite, il va justement
le mettre directement à macération dans l'heure qui suit. Ouais. On passe direct de l'arbre à la macération, quoi. Enfin, Voilà, de la plante à la macération. Ouais. Il cueille et en moins d'une heure, les bourgeons sont, je dirais, dans le mélange. Je suis pas sûre qu'on puisse trouver plus frais. Hein. Difficile, voilà. Mais c'est une grosse organisation. Ah, C'est une très grosse organisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour trouver des cueilleurs, c'est pas simple. Ce qui est vrai. Parce que pour trouver les zones de cueillette, c'est de plus en plus compliqué. Les contraintes sont là. On a un cahier des charges assez contraignant. Ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, on fait appel, on a quand même quelques cueilleurs en cours propre à nous. Par contre, on fait appel à des réseaux de cueilleurs, si vous connaissez sans doute, c'est la Sicarapane, voilà, avec qui on travaille, à qui on envoie directement les bidons, et c'est eux qui vont directement sur les parcelles macérer les bourgeons. Voilà, d'accord. tout simplement. Ensuite, la concentration, donc on est sur du 10% de plantes. Voilà, pour 1 kg pour 10 litres de mélange, on met 1 kg de plantes fraîches. Voilà. Et la température de macération, on est entre 25 et 30 degrés, 30 degrés au maximum. C'est la température moyenne de macération. Et on le fait sur 21 jours. D'accord. Systématiquement. Donc, on va voir tout à l'heure en fait les différentes utilisations donc l'intérêt des 3 solvants. Mais ça permet vraiment une extraction meilleure des tissus végétaux et on récupère un maximum de principes actifs et des molécules actives. Donc, concernant les 3 solvants, aujourd'hui, donc on a l'alcool bio, la glycérine bio et on a également de l'eau de source. Donc, aujourd'hui, nous, on a à proximité une eau de source qui s'appelle l'eau de Saint-Géron qu'on récupère et qu'on intègre, je dirais, directement dans le macérat. Donc, ce n'est pas de l'eau du robinet. Oui, de toute façon, en plus en Auvergne, au niveau de source, voilà. vous êtes plutôt bien placé quand même. Hein, voilà. Mais voilà, l'autre source de Saint-Géron, elle est vraiment à côté. Voilà. Donc, cette partie-là, tout le monde ne le fait pas. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que c'est quand même, on peut dire la gémothérapie, c'est assez simple à faire, mais ce n'est pas toujours évident, étant donné que nous, on fait des gros volumes. Ça, c'est vraiment important. Bougez pas aussi. Je vous en prie. Donc, ça, c'est important. Donc, aujourd'hui, voilà, l'alcool, par exemple, l'objectif de l'alcool, on va vous montrer un petit peu ce qu'il extrait, les différents actifs que l'alcool extrait. Donc, c'est principalement des alcaloïdes, des glycérides et certains acides. Donc, voilà un petit peu l'intérêt de l'alcool. Si je prends la glycérine, donc on va récupérer principalement des principes actifs liposolubles, donc les phénols. Il peut y avoir des huiles essentielles aussi. Si je prends le cassis, on a fait une petite analyse du bourgeon de cassis en gémothérapie. On se rend compte qu'il y a encore un tout petit peu d'huile essentielle dans le macérat. Voilà, un exemple. Voilà. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il est très actif, très intéressant à voir. Également, on extrait les flavonoïdes, ainsi que des vitamines liposolubles. Après, bien sûr, l'intérêt de l'eau, on a pu le voir tout à l'heure. On récupère les dérivés hydrosolubles, donc les tanins, les sels minéraux, les flavonoïdes, les vitamines hydrosolubles et également quelques acides. Donc, vous voyez, en fait, le fait de travailler sur un macérat glycériné, en intégrant directement l'eau dans le macérat, vous voyez un petit peu ce qui nous permet de retrouver, je dirais, dans le produit final. En doute qu'on n'aura pas, je dirais, dans le macérat dilué. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment, moi je dirais ce schéma-là, il est très intéressant. Il permet vraiment d'avoir les éléments essentiels de l'intérêt du macérat maigre. Ouais. Voilà. Donc un exemple, en fait, ça c'est des bidons, bien sûr, qui nous sont ramenés de chaque cueilleur, dans 25 kilos. On fait macérer, on filtre et ensuite on conditionne sans aucun problème. C'est drôle de le voir comme ça. Oh, oui, voilà, pas compte. Quand on achète nos petits flacons de Gémeaux, là, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais vous voyez, sur 1 hectare de cassis, on récupère environ 80 kg de bourgeons. C'est ce qu'on a fait cette année. Voilà. Donc 80 kg de bourgeons, ça nous permet de faire 800 kg de macérat. Ouais. Donc nous, on a 1 hectare et on a un producteur également qui a 1 hectare. Donc ce qui nous permet de faire, on a besoin, nous, d'1,3 tonne à 1,5 tonne de macérat. Donc, on produit entre 1,5 tonne et 1,6 tonne par an de gémothérapie. Voilà. Donc, ça, en 2 hectares, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le cassis. Effectivement. Voilà. Très bien. Ensuite, pour les posologies, très important. Donc, on va travailler principalement en dehors des repas.
c'est recommandé. Si possible, en sublingual, donc sous la langue. Ouais. C'est possible, mais avec l'alcool, des fois, certaines personnes peuvent être un peu dérangées. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de laisser dans la bouche pendant quelques secondes. Et donc, on me dit, si on est un petit peu gêné par l'alcool, on peut le diluer dans un tout petit peu d'eau, du jus de fruits ou du miel. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est les bases. En général, on fait soit des cures de terrain en préventif, intensif, préventif ou curatif. Voilà. Donc, de terrain, ça fait des petites cures régulières dans l'année. Ça, c'est important aussi. Ou après, ça peut être intensif, quand on fait des allergies respiratoires, par exemple, ou quand on est mis gastro, et ben, on peut aussi faire des petites cures intensives. Voilà. Où là, on peut avoir une posologie plus importante. En général, on fait des cures de 3 semaines. C'est bien. Et si possible, faire 2 cures à la suite au départ. Donc, on ferait une cure de 3 semaines, on s'arrête une semaine et en 3 semaines. D'accord. Voilà. Et après, en fonction, bien sûr, des pathologies, on l'adapte un petit peu en fonction de tout ça. Après, on peut faire aussi des cures de longue durée, sur 3 mois, mais ce qui est bien, c'est faire une petite pause également d'une semaine de temps en temps. Ça, c'est important. Oui, tout à fait. On peut également associer les bourgeons ou les alterner. On peut faire associer les bourgeons dans un complexe, par exemple, qu'on pourra voir par la suite, ou on peut prendre 3 bourgeons différents qu'on va utiliser dans la journée, ou qu'on peut prendre en même temps. Voilà. Donc ça va dépendre un petit peu des conseils qu'on va vous apporter, voilà, de votre professionnel, votre conseiller. Donc ça, c'est adaptable en fonction de chaque personne, d'une part, et en fonction de chaque pathologie. Combien de prises par jour maximum on peut faire? Il n'y a pas de. L'objectif, c'est voilà, on va préconiser entre 10 et 15 gouttes par jour. On peut faire ça en une fois, comme en 3 fois ou 4 fois. Principalement, au maximum 3 fois, ça suffit largement, matin, midi et soir, dans les repas. Plus, ça ne sert à rien. Certains, on peut faire qu'une prise par jour, voire 2. D'accord. Après, ça va dépendre un petit peu des besoins de chacun, simplement. Et si je prends au niveau des prises aussi, on privilégie de faire d'abord, pour un essai, faire une prise de 5 gouttes au départ pour être sûr que le bourgeon lui convient bien et de voir si la personne ne réagit pas. D'accord. Voilà. Des fois, il y a des personnes qui peuvent surréagir à la gémothérapie par rapport au trouble du sommeil ou par rapport à la fatigue. Les personnes peuvent avoir des petits, s'ils prennent 15 gouttes d'un coup, des fois, ils peuvent avoir un petit effet secondaire et mal dormir la nuit ou l'effet inverse. Voilà. D'accord, un effet rebond en fait qui serait différent de l'effet escompté recherché quand on prend le. En fait, il y a quand même des personnes très sensibles, il faut dire ce qui est vrai, très réactives à tout ça, des personnes beaucoup moins réactives. Voilà, des personnes, ça va mettre, je dirais, 1 à 2 jours avant d'avoir les premiers effets. Et d'autres personnes, il va falloir attendre 2 à 3 semaines, des fois, avant d'avoir des effets. C'est pour ça, des fois, on conseille souvent de faire 2 cures à la suite, parce que la première cure n'était pas suffisante, et des fois, en faire une deuxième, c'est toujours très important. Voilà. Très bien. Ensuite, donc voilà la différence entre macérat mère et les macérats glycérinés dilués. Donc, macérat mère, vous voyez, on est sur une prise de 5 à 15 gouttes par jour, contrairement à macérat dilué, on est plus de 50 à 100 gouttes, voire 150 gouttes, voire 300 gouttes par jour. Voilà, 10 fois plus. Et attention, si vous voyez en pharmacie, des fois aussi, ça peut arriver. Principalement, des fois, de moins en moins maintenant, mais auparavant, il y avait le macérat glycériné dilué. Et donc, quand il y avait un prescripteur qui arrivait, un homméopathe ou autre, qui conseillait le macérat glycériné à 150 gouttes par jour, il s'est arrivé que le pharmacien ait conseillé et vendu, je dirais, le macérat mère. Ah oui. Et donc, on a pris 150 gouttes au lieu de 15 gouttes. Oui. Et c'est arrivé à un enfant. Oh mince. Voilà. Donc, il y a eu des petits effets secondaires. Donc, tout ça, vous voyez, c'est peut-être un petit détail pour certaines personnes, mais l'expliquer, je pense, macérat mère glycériné et le macérat glycériné pur dilué, je dirais, aujourd'hui, ça a quand même un effet important. Et de connaître cette différence-là, pour moi, elle est très importante. Voilà. Donc, voilà, bien sûr, d'où l'importance de connaître la différence entre macérat mère et macérat glycériné dilué. Voilà un petit peu ces premiers éléments. Ensuite, donc voilà, pour résumer un petit peu l'intérêt de la gémothérapie, globalement, c'est une branche de la phytothérapie à la fois efficace, douce et profonde. Donc, à la croisée des chemins entre la médecine phytothérapeutique et énergétique, on peut faire du préventif comme du curatif, comme je disais tout à l'heure. Action multiple sur l'homme, à la fois drainante, toxifiante et stimulante cellulaire. Complémentarité des macérats mères
Donc, c'est possible. On peut les associer ou les travailler séparément. Ça, c'est important. Facile à utiliser. Peu de contre-indications. Peu d'effets secondaires. Quand on dit peu, s'il n'y en a pas, c'est pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a quand même un petit peu. Voilà. Et voilà, l'objectif, c'est de respecter bien sûr l'homme et son environnement, parce que si je prends la cueillette, l'objectif, c'est quand on cueille les bourgeons sur un tilleul, par exemple, on ne va pas couper le tilleul pour ramasser tous les bourgeons, on va ramasser principalement un tiers des bourgeons de la plante. D'accord, voilà. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Combien de la plante vous cueillez en fait Donc c'est un tiers, quelle que soit la plante. Hein. Oui, non, j'allais venir justement, si je prends le cassis, ce qu'on fait, en fait, on taille le cassis, on prend tous les rameaux du cassis, après on ébourgeonne le cassis, parce que les rameaux du cassis vont justement repousser par la suite, et c'est après que nous, on va ramasser les bourgeons jeunes qu'on va recouper pour distiller, pour l'eau florale. Voilà. Donc, c'est un intérêt, j'allais y venir justement, c'est peut-être une exception que l'on a. L'objectif, voilà, c'est quand même de pouvoir, voilà, trouver un intérêt par la suite, et c'est pas couper pour couper. Voilà. Tout simplement. Et bien sûr, respect de la plante avant tout. Voilà. Donc, on essaie bien sûr de faire du local, et on est sur du bio, donc alcool bio, de la glycérine bio, de l'eau pas bio, parce que c'est pas possible de l'avoir en bio, mais local, c'est important, et les bourgeons également. Donc, pour rappel, chaque cueilleur, on demande où est-ce qu'ils ont cueilli leurs bourgeons, on veut connaître la parcelle et les quantités qu'ils ont ramassées sur chaque parcelle. Donc, c'est une contrainte administrative qui n'est pas forcément il y a encore 10 ans, qu'on a mis en place et qui est obligatoire pour être certifié. Donc, voilà, ça c'est important. Et autre petit point, c'est la gémothérapie sans alcool. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait des enfants, on parlait aussi des femmes enceintes. Voilà. Aujourd'hui, la gémothérapie sans alcool, c'est un projet qui est en étude chez nous. La seule différence, c'est quand même assez délicat à travailler parce qu'aujourd'hui, l'alcool peut avoir un rôle de conservateur du produit. Donc, cette technique-là, il faut quand même l'adapter. Donc, quand on parle des gémeaux sans alcool, ce n'est pas la macération des bourgeons sans alcool, ça veut dire qu'on macère l'eau, glycérine et bourgeon, ça ne veut pas dire ça. La gémeaux sans alcool, excusez-moi, ça veut principalement dire qu'on fait le macérat eau, alcool, glycérine avec le bourgeon, et après la macération, on extrait l'alcool du macérat. On l'a fait évaporer, par exemple. On l'a fait évaporer, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est un détail technique qui est important parce que ça permet de comprendre, on aura extrait vraiment tous les principes actifs, je dirais, du bourgeon, tout simplement. Voilà. D'accord. Ça, c'est le point de détail voilà, qu'il faut savoir. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté en disant, voilà, il n'y a pas d'alcool, donc il n'y a pas tous les principes actifs. Voilà. Et donc, à partir de là, il faut savoir que dès qu'on a extrait l'alcool, le produit sera quand même beaucoup plus concentré que la gémeaux avec alcool. Donc, c'est pareil. Donc, le projet qu'on va sortir dans quelques mois, on va avoir une posologie plus faible que la gémeaux avec alcool. D'accord. Voilà. Donc, à voir après si au niveau des prescripteurs, ça sera compris, parce que ça, c'est aussi à prendre en compte, parce que si la posologie, on va travailler actuellement, on travaille sur du 10-15 gouttes par jour, on conseille, ben la gémeaux sans alcool, on sera plus sur du 5 à 8 gouttes maximum, donc 2 fois moins. D'accord, voilà. 2 fois moins. D'accord. Donc, et comme on sait qu'il y a des personnes qui sont réactives, donc il faudra bien lire sur l'étiquette et les conseils qu'on apporte. Voilà. D'accord, parce que de toute façon, c'est vrai que… Voilà un petit peu la gémeaux sans alcool. Si vous avez des questions complémentaires sur… Ça a coupé. Ouais, ça a coupé, ouais. Ah, excusez. Ouais. Ah, ça coupe encore, là. Là, ça a l'air d'être bon. Parce que justement, moi, sur la gémeaux sans alcool, j'allais vous poser la question sur les femmes enceintes, voilà. Les personnes alcooliques. Voilà, c'est ça. Donc, justement, voilà, l'objectif, c'est une des raisons, c'est de l'avoir sans alcool, c'est par rapport aux personnes sensibles, les femmes enceintes, les personnes alcooliques ou les enfants. Donc là, au moins de ce côté-là, c'est important. Mais la petite contrepartie, il faudra faire attention parce que ce sera quand même plus concentré. Voilà. Après, cependant, pour la gémeaux, on verra tout à l'heure, on a quand même peu d'effets secondaires, mais il y en a toujours un petit peu. Est-ce qu'en gémeaux actuellement, ce qui existe aujourd'hui avec alcool, on peut quand même en donner aux enfants? Nous, on marque sur l'étiquette du flacon à déconseiller aux femmes enceintes et aux enfants, bien sûr.
Après, voilà, aujourd'hui, si on a une crainte, ce qu'on peut conseiller, c'est diviser la posologie, on verra un peu plus tard, par 2 ou par 3. Et si vraiment on a une crainte, on dilue dans de l'eau. D'accord. Diluer dans de l'eau, après, voilà, on n'a quasiment plus d'alcool absorbé. Voilà. Un peu comme les fleurs de bac, en fait. Hein. C'est ça. Voilà. Donc après, voilà, je prends des précautions quand je le dis, mais après, on l'adapte un petit peu. Hein. L'objectif, c'est quand même de diminuer par 2 ou par 3 la posologie si on a une crainte par rapport à l'alcool, tout Très bien. simplement. Donc là, après, justement, par rapport aux enfants et femmes enceintes, je pourrais un peu détailler, si vous voulez, par rapport à la prochaine thématique qu'on va discuter, qu'on va adapter, et la posologie en fait partie, justement. Très bien. Donc, la gémothérapie et le système immunitaire. Donc là, c'est vraiment la thématique de la journée. Donc voilà, là, j'explique un petit peu la technique de macération. Là, on va rentrer dans le détail et voir les différents bourgeons qu'on peut utiliser. Il y en a quand même beaucoup, mais adaptés en fonction des besoins. Alors, globalement, systématiquement, quand on peut, même naturellement, je pense, sans forcément parler de système immunitaire ou autre, je pense que la notion de drainage est un élément important et je pense que très régulièrement, à minima 2 fois par an, voilà, sortie de l'hiver et sortie de l'été, je dirais, c'est toujours bien de faire une petite cure, je dirais. Alors, quel est l'intérêt? Donc voilà, c'est l'intérêt, donc c'est bien sûr éliminer tout ce qui est toxine de l'organisme, et tout ce qui provoque, je dirais, troubles fonctionnels d'un organe. Ça, c'est l'objectif aussi. Et d'éviter aussi d'empêcher tout ce qui est aggravation, je dirais, de l'organisme ou de certaines pathologies. Et ça permet justement de drainer, de repartir sur un corps sain. Et le fait d'avoir détoxifié un petit peu le corps permettra justement de pouvoir assimiler d'autres éléments par la suite et de combattre plus facilement et d'avoir des défenses immunitaires par rapport à différentes agressions extérieures. Voilà. Et comme on dit, on peut adapter drainer le corps, on peut l'adapter, je dirais, en fonction des saisons, ce qui est également très important. Et on va adapter en fonction du tempérament de la personne. Donc, les bourgeons principaux drainants sont le romarin, le genévrier, le bouleau. Voilà, ça, c'est les principaux. Donc, si on veut, à chaque fin d'hiver ou à chaque fin d'été ou début de l'automne, faire une petite cure de 3 semaines de romarin ou de genévrier, ça va dépendre un peu des saisons. On va faire une petite cure de 3 semaines et voir un petit peu comment notre corps réagit. Et si on veut travailler sur le système immunitaire, si on veut, on peut compléter avec d'autres bourgeons qu'on va voir un petit peu par la suite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une petite cure systématique. On en fait 2 par an. Ça me suffit, mais après, derrière, je ne prends pas grand-chose. Derrière, je ne vous cache pas. Donc, ça peut largement suffire et déjà limiter un petit peu les risques d'agression extérieure. Mais disons, quand on n'a pas de pathologie particulière, qu'on est plutôt en bonne santé, qu'on fait attention relativement à l'année, c'est vrai qu'une petite cure préventive au printemps et à l'automne, ça suffit amplement. On peut dire le romarin, je dirais, on peut faire un petit peu de romarin, je dirais, à l'automne, et le petit bouleau, je dirais, au printemps. C'est bien aussi. Voilà. Ah oui, le bouleau, oui, bien sûr, au printemps. Mais oui. Donc, les différents bourgeons du système immunitaire. Donc, le premier, comme je dis, je conseille principalement le romarin, justement, le système immunitaire, c'est pour prévenir, je dirais, les agressions extérieures pendant l'hiver, principalement, on va dire, hein, c'est à ce moment-là où on est plus agressé. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'abord principalement le romarin. Et j'aurais dit plutôt le bouleau au printemps, voilà, après l'hiver. Donc, c'est plutôt une plante hépatoprotectrice, voilà, qui soit en huile essentielle. On peut prendre le romarin verbenone, qui va être très intéressant au niveau du foie. Tout à fait. Donc, au niveau de la gémothérapie, donc le romarin qu'on a très bien, c'est un très bon donneur du foie. C'est très intéressant. Donc, pour tout ce qui est problème de fatigue, donc l'asthénie, donc le romarin donne un bon coup de boost aussi, c'est important. Après, ça va sur tout ce qui est problème du trouble sexuel ou au niveau de la prostate et également des rhumatismes principalement. Voilà. Et en cas de stéatose? Également aussi, ça peut être possible aussi, ça peut être intéressant, oui. Oui. Effectivement. Donc voilà globalement les principales vertus, je dirais, du romarin. Et il y a, voilà, en termes de contre-indications, on a très peu. Peut-être éviter ces contre-indications qu'il faut faire, respecter bien les 3 semaines, éviter de faire ça sur 2 mois. D'accord. Voilà, la seule contre-indication qu'on peut avoir. Ouais. Ensuite, on a le cassis.
Là, malheureusement, pour éviter le cassis, c'est un peu compliqué, on va dire. Ouais, le cassis, c'est un incontournable en gémothérapie quand même. Voilà, donc c'est un peu le titri ou la lavande des huiles essentielles, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà, elle va avoir un rôle très très large, un spectre très très large. Voilà, donc c'est une plante adaptogène et elle agira vraiment autour d'elle et en éliminant principalement les toxines Mhm. et en augmentant les capacités générales de l'organisme à se défendre aux agressions extérieures. Voilà. Donc elle va avoir différentes actions, soit au niveau anti-inflammatoire, aux articulations, au niveau Mhm. des allergies, ça c'est important aussi. Au niveau ORL, donc pour les rhinos, sinusite, allergie, voilà, bronchite, agrippose, c'est le top. Voilà. Vasculoprotecteur, chimioprotecteur, pour les coups de fatigue, l'eczéma. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est problème de problèmes cutanés, dermato, voilà, dont l'eczéma, c'est très intéressant. Voilà. Ça va avoir vraiment une action cortisone-like. Mhm. Voilà, c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment le bourgeon par excellence. Ouais. Une petite contre-indication, voilà, ça peut être un petit Oui, peu c'est ça. excitant pour certaines personnes, et éviter la prise le soir, voilà, après 17 heures. C'est une petite Donc, mesure de contre-indication. précaution, si on conseille Précaution. du cassis à un consultant, on lui dira, ne connaissant pas ses sensibilités, de ne pas en prendre le soir. C'est ça. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, on a les autres bourgeons qui vont être le chêne et le séquoia. Le chêne, c'est vraiment une plante stimulante, donc qui va stimuler un petit peu l'organisme à se défendre naturellement, préventif, voilà, enfin, tonifiant du système nerveux et glandulaire, tonifiant sexuel certainement, et pour tout ce qui est problème de surmenage. Donc, quand on va être surmené, burn-out ou autre, c'est vrai que le chêne va permettre vraiment, je dirais, de se requinquer un tout petit peu. Et quand on est un petit peu en burn-out, on se surmené, en général, on est plus fragile. Donc, Ouais. le chêne va être là pour justement surmonter un petit peu tout ça, les coups de fatigue. Donc, c'est un cortisone-like. Voilà. Et en cas de convalescence, voilà également, le chêne est très intéressant. D'accord. Je vois que Voilà. le chêne est stimulant des surrénales. En aroma, on a aussi l'épinette noire qui est Pinette noire, le stimulant en pincé massage sur aussi. les surrénales. Est-ce qu'on peut les associer les deux? Bien sûr. Voilà, de ce côté-là où il n'y aura pas de. Voilà, je dirais que le chêne va agir en traitement de fond. Si D'accord. vous avez besoin d'agir en curatif, enfin, je dirais assez rapidement, l'épinette noire va avoir une action très rapide. Mhm. Donc, en général, l'épinette noire, ce qu'il faut faire, c'est avoir une action sur quelques jours. Éviter de Ouais. faire ça trop longtemps. Et le chêne va prendre la suite, je dirais, des actions, justement, très tonifiant. Voilà. D'accord. On peut commencer, on a besoin assez rapidement de faire une petite cure pendant quelques jours, je dirais, faire une petite cure d'épinette noire. Et en Mhm. même temps, on peut commencer à travailler le chêne. On peut commencer le chêne avec, on peut commencer par 4-5 gouttes, vous voyez, Mhm. et augmenter D'accord. au fur et à mesure. Voilà. On augmente. Très bien. Après, bien sûr, attention à bien sûr pas trop en prendre, parce que voilà, au bout d'un moment, ça peut avoir une action au niveau des surrénales assez importante. Tout à fait. Autre bourgeon également, c'est le séquoia, donc qui est un très bon tonifiant général au niveau de l'immunité, voilà, principalement. Bon, c'est la plante de l'homme, certes, mais au niveau tonifiant général, voilà, si on peut le prendre également tout seul. Si vous n'avez pas Mhm. du cassis, là, vous pouvez prendre le séquoia, qui va permettre de stimuler un petit peu l'organisme avant l'hiver, tout Très bien. simplement. Voilà. Et donc, à partir de là, avec ces 4 bourgeons, euh, on a créé un complexe, le complexe vitalité, qui reprend ces 4 bourgeons. Voilà. Donc, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la notion de drainage. Donc, Mhm. la notion de drainage, soit on peut faire ça un petit peu avant et après faire une petite cure, Ouais. ou on peut associer, je dirais également, au sein d'un complexe, l'ensemble de ces bourgeons. Et donc, le romarin aura euh, voilà, le rôle de drainant naturel Ouais. euh, à l'intérieur. Voilà. Donc, après, voilà, pour les personnes voilà, qui sont novices dans le domaine, voilà, le complexe peut convenir, mais si on est un peu plus connaisseur et on a commencé à bien expérimenter, je dirais, la Gémeaux, moi j'aime bien faire une petite cure en général de romarin ou de bouleau en préventif Ouais. et après partir sur un autre bourgeon après la cure de romarin. Voilà, D'accord. Oui, par oui. exemple. Ça, D'abord, vous c'est drainez et ensuite, vous ouais, revitalisez. c'est ça. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on rencontre au niveau du consommateur euh, la volonté d'avoir une action assez rapide. C'est que la Mhm. gémothérapie, malheureusement, il faut toujours un petit peu de temps, il faut toujours être un petit peu patient aussi. Ça va pas, chaque personne va réagir un petit peu différemment.
Donc, le complexe est une solution, mais ce n'est pas forcément la solution à tout. Voilà. Et donc là, on va travailler donc, sur une cure. On peut diluer, soit prise en sublingual, soit diluée dans l'eau à raison de 5 à 15 gouttes, voilà, à prendre en dehors des repas. Et on évite de faire une cure supérieure à 2 mois. Très bien. Donc, on préconise 2 cures de 3 semaines. On fait ça au début de l'hiver. Et après, si vous voulez, en début d'année, en janvier-février, on peut refaire 2 cures à la suite. D'accord. Voilà. L'hiver est long, des fois aussi, les hivers sont quand même très longs. Mais malheureusement, on a quand même, après les fêtes, ce serait bien aussi. On a besoin aussi. Une cure de romarin après les fêtes et on veille sur le séquoia ou le cassis par la suite. C'est pas un souci. Ça fait pas de mal. Voilà. Et après, on peut faire, bien sûr, des cures ponctuelles quand on a vraiment un coup de fatigue. Donc, soit on fait des pinettes noires en huile essentielle, soit on peut partir sur le complexe vitalité sur une grosse semaine à raison de 20 ou 30 gouttes par jour. D'accord. On peut faire. Ouais, quand on augmente au niveau des gouttes, on diminue au niveau de la durée. C'est ça, voilà, tout simplement. En fait, il faut quand même savoir que l'organisme va assimiler différents nutriments, éléments minéraux et autres. Et s'il en a trop, après, il le rejette après. Oui. L'objectif, donc, si on est fatigué, c'est qu'on a des besoins, des carences. Donc là, ces carences, il faut les combler assez rapidement. Et dès que ces carences-là sont passées, je dirais après, derrière, il n'y a pas forcément besoin de reconsommer, je dirais, de la gémothérapie de plus long terme. Après, l'organisme va le rejeter, tout simplement. Et ensuite, on a, pour les enfants, comme je disais tout à l'heure, on divise la posologie et en général, on préconise une goutte par année d'âge. Donc, d'accord. 1 an, une goutte. 5 ans, 5 gouttes. Voilà. D'accord. Et c'est à partir de 7 ans, après c'est au poids, après on va dire, 7 ans, je dirais, on peut commencer à avoir une posologie à 7-8 gouttes sans aucun problème. Hein. Voilà, oui. Et en général, on préconise par la suite, c'est une goutte tous les 10 kilos. Très bien. Voilà. Donc, une personne qui fait 80 kg, sera à 8 gouttes au départ. Et s'il augmente, il passera à 15 gouttes. Voilà. Et donc, après, excusez-moi. Dans un flacon, il y a pour combien de temps de... on fait 2 cures de 3 semaines dans un flacon. D'accord. En fait, on a un flacon de 30 ml. Et si on prend 15 gouttes par jour, ça permet de faire 2 cures de 3 semaines. Parfait. Voilà. Tout simplement. C'est le but. Et donc, après, pour les femmes enceintes et allaitantes, et pour les personnes en sevrage alcoolique, bien sûr, à adapter, bien sûr, contre-indication et sevrage alcoolique, il faut toujours demander un petit peu avant. Comme il y aura la gémothérapie sans alcool bientôt, forcément, il y aura la solution. Voilà. Voilà. Ensuite, donc voilà, c'est la petite synthèse du complexe vitalité, donc qui est un tonifiant en général, et on reprend les différentes actions basiques du romarin, du séquoia, du cassis et du chêne, qui vont avoir des petites actions de base. Donc là, c'est la petite synthèse de ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ensuite, autre bourgeon également, c'est le charme. Donc le charme, je dirais, c'est le bourgeon des sinus. Voilà. Au niveau des bronchites aussi. Donc ça prend un petit peu toutes les sphères ORL, donc voix haute, voix basse. Ça, c'est assez intéressant. Donc pour les sinusites, c'est très efficace. Et pour tout ce qui est insuffisance hépatique également. Donc ça, c'est un très bon stimulateur. Et pour tout ce qui est pour l'hypercholestérol également, c'est assez intéressant. Ça permet de rééquilibrer un petit peu le cholestérol. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment, je dirais, le charme. C'est le bourgeon des sinus par excellence. Après, attention, il y a une contre-indication par rapport aux personnes qui prennent des anticoagulants. Voilà, il faut faire attention. Et il peut être aussi excitant. Attention, voilà, pour les personnes qui sont sensibles. Et c'est pour ça que le dosage, je dirais, commencer par 5 gouttes. C'est toujours très important de commencer par une petite posologie. Et la contre-indication anticoagulant, c'est par rapport à l'hypercholestérolémie ou c'est par rapport à quoi? Bonne question. Là, ça peut être une des raisons, oui, mais je ne vois pas la réponse comme ça. D'accord. Ouais. Et justement, après, on va aussi embrayer sur l'OLN, qui est également fluidifie le sang. Donc, pareil, pour les personnes qui prennent des anticoagulants, il faudra faire attention. Et justement, l'OLN, c'est le bourgeon également du système cardiovasculaire. D'une part, il va agir tout ce qui est action, inflammation pulmonaire et ORL, donc complémentaire, je dirais, du charme. Même pour les colites,
les problèmes de gastro, voilà, tout ce qui est moustiquaire et ostéoporose. Voilà, c'est un bourgeon qui est quand même très, très intéressant, très utilisé et qui est assez complémentaire, je dirais, du, euh, du charme. Et c'est pour ça que l'on a fait justement le complexe pour les voies respiratoires. Donc, on appelle ça le Mastera Oxygène. Donc, le mot est parlant, on va dire, comme vitalité, c'est assez parlant. Aujourd'hui, la contrainte qu'on a dans les complexes, c'est les appellations. On a un problème d'allégation aujourd'hui en France. On ne peut plus alléguer comme on le souhaite au niveau non commercial des produits ou même sur les conseils. Donc, c'est une contrainte aujourd'hui de trouver un nom commercial sur chaque complexe qu'on a trouvé. Je prends l'exemple pour les douleurs articulaires et musculaires. On a appelé le complexe le complexe flex, proflexion. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple à comprendre au premier abord si on ne connaît pas le produit. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, voilà, avoir des conseils d'un professionnel en prescripteur, c'est toujours important aussi, et de rediriger auprès de complexes déjà existants et voilà, d'expliquer un petit peu l'utilisation de la gémothérapie et ce qu'on peut en faire. Voilà. D'accord. Après, si je reprends un petit peu au niveau du complexe oxygène, on va travailler sur la même posologie que le vitalité. Voilà. On peut également travailler sur des cures un petit peu plus intensives ou comme ponctuelles en fonction des sensibilités de chacun. Voilà, des personnes qui font régulièrement des sinusites, voilà, c'est bien de faire des petites cures régulières à raison de 5 à 8 gouttes par jour. Par contre, quand il y a une crise de sinusite, là, c'est bien aussi de faire une petite cure intensive associée avec un peu d'eucalyptus radiata pour dégager un peu les sinus, et ça peut être complémentaire. Voilà. Donc, on essaie, nous, c'est qu'en tant que professionnels de l'aromathérapie aussi, on fait un lien assez important entre l'aroma et la gémo, qui sont très, très complémentaires. Oui. Les hydrolats également, on en parle de plus en plus, voilà, qu'on conseille de plus en plus et qui sont de plus en plus utilisés. Et les effets sont, on a des résultats très intéressants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les performances, nous, en vente d'eau florale, sont exceptionnelles depuis 3 ans. Quoi. Voilà. Donc, parce que les gens, il y a quelques années, c'était un coproduit. Donc, qui dit coproduit n'était pas forcément très gratifiant, très valorisant pour le produit. Maintenant que les coproduits sont mis un peu à l'honneur, on se rend compte que ça a plus de vertus qu'on peut le penser. Exactement. Voilà. C'est vrai que les eaux florales sont souvent délaissées au profit d'autres et qu'elles ont toutes leurs vertus, beaucoup de choses à apporter elles aussi. Ouais. Bon, je dis aujourd'hui, on est le plus gros producteur d'eau florale en France, mais parce qu'on le fait depuis toujours. Parce qu'on a toujours récupéré les eaux florales, pas toujours évident à valoriser, mais on connaît les propriétés, mais ce n'est pas toujours évident à faire intégrer auprès des consommateurs ou auprès de nos clients. Voilà. Petite question sur le complexe oxygène pour les allergies. Alors, pour les allergies, on va travailler plus sur d'autres bourgeons. On va travailler plus sur le cassis, par exemple. D'accord. On va travailler sur un bourgeon, on peut travailler sur le bouleau. On a un complexe, nous, qui a le bouleau cassis principalement. Et on va intégrer principalement ces 2 bourgeons à l'intérieur. D'accord. OK. Voilà. Ça, c'est plutôt pour l'hiver. C'est vrai, ce que je vous ai montré ici. Après, c'est qu'on peut travailler, bien sûr, sur les allergies printanières. Voilà. Mais si je prends le cassis, ça peut être allergie printanière, mais ça peut être d'autres allergies aussi cutanées. Hein. Ça peut être allergie aux acariens ou autres. Ça va avoir forcément également un effet positif. Ouais. Donc, si vous avez un souci, prenez le cassis, comme ça, vous avez réduit 90% de vos problèmes. C'est le couteau suisse de la gémeaux, le cassis. Hein. Voilà. Et justement, après, je vais compléter un petit peu avec d'autres bourgeons. Donc là, c'est la petite synthèse des 2 bourgeons, leurs effets. Et c'est vrai que si je prends l'ol, on a, depuis le Covid, entre autres aussi, on a quand même de plus en plus de personnes qui vont prendre l'ol ou même le peuplier, qui vont vraiment réagir sur un véritable bouclier, je dirais, aux attaques extérieures, je dirais en préventif. Ça, c'est également très intéressant. Voilà. Et au niveau sphère ORL, c'est très important. Et le charme, très complémentaire, qui est là pour décongestionner le nez, principalement quand il est pris. Mais quand on sait qu'on est sensible ou quand on commence à voir un petit peu le nez qui coule, c'est toujours intéressant de faire une petite cure de charme assez rapidement. Ouais. Voilà. Parfait. Et voilà, quelques bourgeons complémentaires aussi, qui ne sont pas forcément intégrés dans les complexes. Et j'en ai oublié un, c'est l'églantier aussi. Je vais commencer par celui-là. L'églantier, en fait, c'est le bourgeon de l'enfant
globalement, mais qu'on peut aussi utiliser pour l'adulte. L'églantier, c'est une grosse erreur de ma part, je pense aussi, mais je pense que tellement il est basique que j'ai oublié, je m'en rends compte. Euh, L'églantier, voilà, c'est par excellence, en préventif comme en curatif, on fait une petite cure, 2-3 cures par an pendant l'hiver, pour un enfant comme pour un adulte. Voilà, c'est vraiment aussi un bouclier pour les défenses immunitaires et un bouclier pour l'organisme juste avant chaque saison. Voilà. Ouais. Le peuplier également, l'action immunitaire, antiseptique respiratoire, donc tout ce qui est trachéite, bronchite. Le hêtre également, il stimule vraiment l'immunité. Voilà, ces deux bourgeons, avec le Covid, ça a été des très grosses ventes. Et également, si je prends le hêtre, pour les personnes un peu dépressives, voilà, ça a été, le hêtre, c'était un des taux de vente pendant la période du Covid. Il faut dire ce qui est vrai. Ouais. Donc ça, si je prends peuplier, hêtre et églantier, voilà, c'est vraiment pour tout ce qui est défense immunitaire principalement. Et après, on va travailler plus sur la ronce ou la viande pour tout ce qui est voie respiratoire pulmonaire, allergie respiratoire, voilà, qui peut être aussi associé aux noisetiers, qui vont vraiment avoir des actions sur les poumons. Voilà, ça, c'est vraiment complémentaire au charme ou autre. Donc, voilà, si on a des quins de toux, il y a des personnes qui font vraiment des quins de toux, un petit peu de viande sous la langue, quand on a une quinte de toux, ça va calmer tout de suite la toux, très rapidement. Bien. Voilà. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc voilà, donc vous voyez tous ces bourgeons que j'ai pu vous proposer, globalement, ils peuvent être associés. Voilà. Ça peut être pour les défenses militaires ou pour les voies, pour les sphères ORL, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire. Voilà. Si vous avez justement des questions, je suis là pour répondre. S'il y a des points que je n'ai pas pu détailler correctement, on peut le faire sans aucun problème. J'en ai un petit peu moins qu'au début parce que vous avez répondu déjà beaucoup de questions que je me posais déjà de base. Oui. Par rapport, là, on a parlé pas mal du cassis, qui est un bourgeon, on va dire, un incontournable de la gémothérapie. Quels seraient les bourgeons que vous pourriez conseiller en indispensable, on va dire, à avoir dans son armoire, des bourgeons qu'il faut entre guillemets absolument avoir pour pallier un petit peu à tous les petits soucis du quotidien? Ouais. Bon, bien sûr, le cassis. Après, tout ce qui est églantier, moi, je le conseille fortement pour tout ce qui est défense immunitaire régulière. Après, moi, j'adore le romarin. Le romarin, c'est un des bourgeons que j'adore, que je prends régulièrement aussi, pour détoxifier un petit peu l'organisme. Ouais. Voilà. Ça, c'est un bourgeon que je conseille beaucoup. Après, vous avez le figuier, voilà, qui va avoir une action sur le sommeil, sur le stress, pour tout ce qui est troubles digestifs également. Les personnes qui ont des remontées acides ou autres, voilà, c'est très intéressant. Voilà. On sait que les intestins sont quand même surmenés et, comme on dit, c'est le deuxième cerveau. Soit le noyer, soit le sureau. Le noyer, c'est quand même plus connu. Voilà, pour restaurer un petit peu la flore intestinale. Je pense que le noyer est quand même très intéressant. Voilà un petit peu les quelques bourgeons, je pense. Après, vous avez des bourgeons de la femme, c'est sûr. Bon, par rapport au cycle féminin, le framboisier, c'est quelque chose qui marche très bien. Pour la préménopause ou ménopause, l'érel est également très intéressant. Donc voilà, c'est quelques bourgeons que j'ai en tête, sur lesquels je n'ai pas réfléchi avant, mais voilà, c'est les moments que je conseillerais principalement. D'accord. Ouais. D'accord. C'est toujours bon à savoir de la part d'un professionnel de la gémothérapie quand même. Après, c'est vrai que les bourgeons, on peut avoir différentes actions, et quand on peut regrouper, c'est vrai, ces actions sous un ou deux bourgeons, c'est l'idéal, quoi. Ouais. Et quand on est sous traitement médical, par exemple, est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de gémothérapie de bourgeons? Il peut y en avoir. Voilà, si je prends l'exemple de tout ce qui est anticoagulant, comme on a pu voir tout à l'heure, il faut faire attention, bien sûr. Peut-être aussi pour les problèmes de tension. Donc, si y a des problèmes de tension, on a forcément un traitement sur du ad vitam aeternam quasiment. Voilà, ne pas arrêter, bien sûr, son traitement. Et si on a une crainte, je dirais, si je prends le cassis qui est un incontournable, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir, peut créer une petite énergie supplémentaire de l'organisme. Et c'est vrai qu'une personne qui fait l'hypertension, voilà, on ne sait jamais comment il peut réagir. Donc, toujours prendre des précautions par rapport à ça. Voilà. D'accord. Ou même au figuier, quelqu'un qui fait de l'hypotension, quelqu'un qui prend du figuier ou du tilleul, voilà, il faut faire
un petit peu attention par rapport à tout ça. Voilà. D'accord. Après, globalement, voilà, quelqu'un qui est en traitement, bon, s'il y a des traitements ORL ou autre, globalement, non. C'est principalement la tension qui est à prendre en compte. Ouais, Tout ce qui est système circulatoire, tension, c'est ça. anticoagulant, etc. D'accord. C'est ça. OK. Donc, j'avais préparé d'autres questions pour les professionnels qui nous regardent, naturopathes, qui peuvent être amenés à conseiller vos produits. Est-ce qu'il existe un système de fidélité, par exemple, pour eux? Ouais. Donc, on a mis en place un système qu'on va améliorer dans les mois qui suivent. Donc, l'objectif, voilà, un prescripteur ou je dirais un client d'un prescripteur, hein, voilà, ou même voici un élève qui souhaite acheter nos produits. L'idée, c'est de pouvoir passer en direct avec nous, mais aussi par Internet. Exactement, on peut vous créer un compte et avec votre compte, on va attribuer un code remise. Vous allez systématiquement bénéficier d'une remise de 20% systématiquement pour chaque commande. Voilà. Parce qu'on sait que un professionnel peut avoir besoin seulement de quelques flacons, 2, 3 flacons de bourgeon, de l'essentiel ou autre. Et c'est vrai que l'avantage d'Internet, c'est d'avoir un accès rapide, de passer la commande quand on veut et de l'avoir rapidement. Et d'avoir des conditions aussi adaptées à cette demande-là. Et la remise de 20%, c'est le bon compromis justement pour requérir les meilleures conditions pour un professionnel. C'est ça. Très bien. Je Voilà. note. Après, nos produits sont disponibles dans 1300 points de vente en France. D'accord, on les trouve où? Ouais. Magasin bio? Magasins bio principalement, quelques pharmacies. Voilà. C'est les principaux créneaux, ou après, ça peut être magasin herboristerie, magasin spécialisé diététicien ou autre. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, on a 1300 points de vente en France et 1500 en Europe. En Europe, c'est la Suisse et la Belgique. Voilà. D'accord. On est principalement présents. Après, vous anticipez mes questions. C'était celle que j'allais vous poser par la suite. Okay. Après, je l'ai mis, en fait, la contrainte qu'on peut avoir avec la Belgique ou la Suisse, c'est les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, la gémothérapie en Suisse, elle est plus considérée comme un produit comme de la bière, parce que comme il y a de l'alcool, la classification est plus là-dedans. Voilà. On n'a pas du tout la même classification entre la France et la Suisse. Et si je prends en Suisse, ils interdisent l'utilisation des huiles essentielles pour voie interne. Donc, ils ne seront pas classés en complément alimentaire comme nous, on peut l'avoir en France. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on a dans nos produits la contrainte réglementaire entre chaque pays. Voilà. Très bien. Donc là, je voulais vous poser la question sur les enfants, vous y avez déjà répondu. Écoutez, moi, au niveau de mes questions, je suis plutôt très satisfaite de toutes les explications que vous nous avez données, puisque là, clairement, la gémothérapie n'a presque plus de secret pour nous. Voilà. Non, mais après, voilà, c'est vrai qu'on adapte un petit peu, on fait des petites sessions comme ça aussi régulièrement. Moi, je sais que nous, on apprécie bien aussi d'aller voir, quand on travaille avec un magasin bio ou un pharmacien, on a une équipe de commerciaux qui vont aussi, je dirais, dans chaque point de vente et qui sont susceptibles de proposer des formations comptoirs, voilà, pour justement pouvoir conseiller, je dirais, simplement, je dirais, la gémothérapie, mais sur des choses très basiques. Donc, voilà. Comme on dit, la société ELPAC, Marc Saint-Hilaire, on n'est pas des médecins, c'est ce qui est vrai. On peut conseiller, on a nos connaissances, on essaye de l'instaurer auprès de nos clients aussi. On a nos limites aussi, bien sûr. Et c'est que si je prends sur Internet, par exemple, on a des obligations de limiter, je dirais, tout ce qui est allégation. Et on ne pourra pas forcément apporter beaucoup de conseils sur le site Internet. Voilà. Donc, quand le prescripteur va vouloir acheter les produits, le fait de connaître un petit peu les produits, c'est quand même bien aussi. Voilà. Et est-ce que du coup, vous avez un programme de formation pour les professionnels qui peuvent conseiller vos produits, vos prescripteurs autres que pharmaciens au comptoir, mais les naturopathes, les aromathérapeutes Voilà. Alors, justement, nous, ça s'est calmé un petit peu pendant quelques années aussi, pendant 2, 3 ans à cause du Covid. Mais là, on relance en fait des plans de formation, donc dans différents points de la France, donc principalement l'aromathérapie et la gémothérapie. Et l'objectif, c'est
Aujourd'hui, comment conseiller l'aromathérapie en magasin dans un point de vente sur des bases? Comment conseiller la gémothérapie sur les bases du conseil, tout simplement. Et en général, ce type de formation permet vraiment de pouvoir échanger entre professionnels sur des remontées de terrain. Et à partir de là, nous, on apporte des réponses à toutes ces problématiques. Si je vous prends l'exemple de l'aromathérapie, il y a 7-8 ans, quand on faisait les formations, on apportait beaucoup de conseils, on apportait beaucoup d'informations, d'allégations, de conseils sur l'utilisation des huiles essentielles. Aujourd'hui, en fait, les formations sont plus dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dire et comment on doit conseiller pour éviter de dire n'importe quoi en magasin. Parce qu'aujourd'hui, la contrainte du consommateur est là. Il faut faire attention à tout ce que l'on dit quand on vend un produit. Voilà. Et quand on voit un petit peu chaque réaction de consommateur ou chaque question de consommateur, voilà, je pense qu'un revendeur magasin, c'est clair et précis, doit se limiter dans les conseils. Et c'est pour ça qu'on marque principalement dans nos brochures ou sur le flacon, demander un conseil auprès de votre spécialiste ou de votre prescripteur. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a un gros intérêt à collaborer avec vous, voilà, avec votre syndicat, qui permettra vraiment d'apporter les conseils auprès des consommateurs. Et ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Vous êtes un lien, je dirais, essentiel à notre activité, parce que voilà, aujourd'hui, on a beau maîtriser notre fabrication, nos cultures, nos cueillettes, tout ça, mais derrière, nous, pour conseiller et vendre nos produits, voilà, on a besoin d'intermédiaires aussi, il faut dire ce qui est vrai, et de professionnels qui puissent conseiller sereinement, je dirais, nos produits ou les produits lambda, je dirais l'aromathérapie ou la gémothérapie. Voilà. Après, s'il y a un petit élément que je n'ai peut-être pas expliqué, si je prends aujourd'hui, j'expliquais rapidement. La gémothérapie est différentes techniques, mais en macérat glycériné, on peut également, au sein de la même macération, moi j'expliquais notre technique. Mais après, chaque, je dirais, fabricant ou producteur de gémothérapie peut avoir sa technique de macération mère. Nous, on met 32% d'alcool. 32%, c'est ce que préconisait Paul-Henri, entre 30 et 35%. Certains laboratoires vont passer à 25, 27%. Ça, c'est un choix, c'est une technique qui est viable aussi. Ou après, nous, on met de la glycérine parce qu'on respecte la technique, mais d'autres vont travailler sur d'autres solvants. Voilà. Donc, chacun, après, bien sûr, apporte sa technique. Et voilà, nous, on se base vraiment sur celle qu'il a plus reconnue. D'accord. Voilà. Et pour vous retrouver, site internet, quel est-il? Alors, c'est bonne question. Je n'ai pas. distillerie-saint-hilaire.com. Après, on tape distillerie Saint-Hilaire sur Google, on vous trouve. Et là, c'est la thune. Là, je crois que je n'ai pas la réponse. Non, distillerie Saint-Hilaire sur Google, on vous trouve. Voilà. Vous avez un Instagram également? Instagram également, voilà, distillerie Saint-Hilaire. D'accord. Et un compte Facebook également. Voilà. Et on peut vous retrouver donc très facilement. Moi, je vous ai trouvé hyper facilement. Donc, si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère aussi, je ne vais pas taper sur les doigts pour mes collègues. Donc, non, parfait. Il est tout nouveau, donc je ne l'ai plus en tête. Voilà. Oui, non, mais il est très bien par contre. Il est très, très bien. On a bien tous les complexes. Voilà. Tout est bien expliqué. On a une belle histoire de la distillerie. Il est vraiment très, très chouette. Donc, j'invite à toutes les personnes qui nous regardent à aller visiter le site et aller vous renseigner plus en profondeur sur la gémothérapie. Voilà. Et n'hésitez pas à poser des questions. Mes collègues Camille et Alix seront là pour répondre très rapidement. Et s'il y a besoin, voilà, elles me rebasculeront directement les mails pour qu'on puisse échanger sans aucun problème. Voilà. Une adresse mail peut-être pour vous contacter s'il y a des questions? Me contacter, oui, vous pouvez me contacter à mon adresse mail, donc c'est yann, ya2n.bard, B-A-R-D, @elpac.fr. Donc elpac, c'est HELPAC.fr. Voilà. Si quelques personnes ont des questions complémentaires qu'elles pourraient directement donc vous adresser. C'est ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Yann, pour cette belle présentation, pour votre disponibilité. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant se mettre à la gémo. Et bon courage à tout le monde. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Également, merci. Au revoir.